Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 216e numéro de Que faire des mômes. Confiné, déconfiné, reconfiné, redéconfiné, reconfiné, redéconfiné. On va aller jusqu'où comme ça? Vous y retrouvez, vous? Moi, des fois, j'avoue que je mets du gel hydroalcoolique sur le micro et je parle avec le masque. Pire, je garde mes gants pour me laver les mains. Eric, tu perds carrément la tête, t'as besoin de vacances. Mais va-t-on pouvoir partir? Tiens, je vais demander au Père Noël de m'offrir un voyage sur une planète où il y aurait ni guerre, ni virus, ni misère, ni racisme. Une planète où tout est gratuit. On se nourrirait exclusivement de bonbons, de cookies, de chocolat. On ferait tout en chantant. On sourirait tout le temps. Tiens, d'ailleurs, je vous laisse. Je vais la faire tout de suite, ma lettre au Père Noël. Sinon, après, il sera trop tard et je vais me retrouver avec un balai et une pelle pour faire le ménage. Tu parles d'un cadeau, toi. Allez, jingle! Dans quelques minutes, je recevrai Pascal Voya, fondateur de Mailo, la première messagerie française pour enfants, Mailo Junior, qui propose d'échanger avec le Père Noël. Et pour fêter Noël, c'est un cadeau que j'ai décidé de vous faire, puisque je vous propose de revivre les plus grands moments de Que faire des mômes avec Pierre Perret, Douchka, Chantal Goya, Anaïs Delva et Marlène Jobert. Je vous initierai au jeu du nain jaune et vous parlerai de High School Musical, la comédie musicale spéciale Noël, disponible sur la plateforme de streaming Disney+, et vous présenterai bien sûr ma sélection livre. Tout de suite dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique jeu. Que faire des mômes? En attendant l'ouverture des expos, musées, salles de spectacles et de concerts, Que faire des mômes vous présente des jeux de société. Cette semaine, place au jeu intergénérationnel, le nain jaune. Le nain jaune est un jeu familial et convivial qui se joue avec un jeu de 52 cartes normales et plusieurs jetons pour tenir le pointage. Chaque joueur reçoit un nombre égal de jetons en début de partie, environ une cinquantaine pour une partie courte et plus pour une partie plus longue. 5 cartes sont dessinées sur le plateau de jeu, le 10 de carreau, le valet de trèfle, la dame de cœur, le roi de pique et le 7 de carreau. Le but du jeu est de se débarrasser de ces cartes le plus rapidement possible en les défaussant dans l'ordre de l'as au roi sans distinction de couleur. Lorsqu'un joueur s'est débarrassé de sa dernière carte en annonçant « j'arrête », la partie se termine et les autres joueurs doivent lui donner un nombre de mises équivalent au nombre de points qu'ils ont encore dans leur jeu. Une figure, valet, dame, roi, vaut 10 points. Les autres cartes valent leur hauteur. Un 5 de cœur par exemple vaut 5 points de plus. Si un joueur a conservé dans son jeu une des cartes correspondant à une mise, il doit doubler le contenu de la boîte correspondante. Si un joueur pose toutes ses cartes à la suite sans qu'aucun autre joueur n'ait pu jouer, il récupère toutes les mises. Un jeu coup de cœur de Que faire des mômes car les règles sont très simples et vite expliquées. Un jeu qui existe depuis des générations. Il y a forcément une boîte de nains jaunes chez mamie ou tante Suzette. Bon plan Que faire des mômes, remplacer les jetons par des friandises. Les enfants aiment bien manger leurs gains. Le jeu du nain jaune, un jeu à partir de 8 ans. À présent, c'est votre rubrique film. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du film concert High School Musical, la comédie musicale spéciale Noël, disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Les acteurs de la série High School Musical plongeront dans l'esprit des fêtes avec leur interprétation de chants de Noël, de succès populaires, sans oublier un medley de chants d'Hanouka. Ils partageront également des anecdotes liées à leurs souvenirs d'enfance, des meilleures aux plus embarrassantes, mais aussi cadeaux, traditions de fin d'année préférées, photos de famille et bonnes résolutions. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Salut tout le monde, la période la plus magique de l'année est arrivée. Et que vous ayez été sage ou non, nous vous avons réservé le plus beau des cadeaux. Bienvenue dans High School Musical, la comédie musicale. L'épisode spécial Noël. Et c'est parti! Il y aura des rires, Des bonnets de Père Noël et surtout plein de musique. Et des cadeaux. Rejoignez-nous pour profiter d'un moment spécial que l'on a préparé spécialement pour vous. Qui serait le numéro 1 sur la liste des enfants passage? Ce serait sûrement Joshua Bassett. Josh. Je parie que tout le monde a dit que ce serait moi. Pas vrai? Pour beaucoup de gens, Noël est une période de l'année féerique. Et il n'y a rien de mieux que la musique pour se retrouver. La musique a toujours occupé une place importante dans ma vie. Et cette année, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir écrire ma propre chanson de Noël.
La période de Noël compte beaucoup pour moi. Je peux profiter de ma famille et de bons repas. Et ça fait toujours plaisir de recevoir de beaux cadeaux. Noël, c'est la période idéale pour montrer à nos proches à quel point on les aime. High School Musical, la comédie musicale spéciale Noël. Découvrez ce film concert de Noël en famille sur Disney+. Dans Que faire des mômes, à présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Les éditions Jukebox nous proposent un livre CD Noël à Paris, les plus belles chansons de Noël comme Noël blanc, Douce nuit, Petit Papa Noël et bien d'autres encore dans un univers jazzy swing et parisien. Chez Fleurus Éditions, je vous invite à découvrir La licorne qui se prenait pour le Père Noël, un livre drôle et coloré. Artege Jeunesse vous propose un magnifique ouvrage, 24 contes de Noël autour du monde, un livre qui, comme son nom l'indique, nous fait faire un tour du monde des traditions et légendes de l'Avent et de Noël. Et enfin aux éditions Glénat Jeunesse, coup de projecteur sur Qui dit la vérité sur le Père Noël, un livre à partir de 6 ans. Voilà une bonne idée de livre et livre CD à mettre au pied du sapin. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent Pascal Voya. Bonjour Pascal Voya. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de Mailo, la première messagerie française pour les enfants de 6 à 14 ans, une messagerie qui permet d'échanger avec le Père Noël. Alors cette année, la lettre au Père Noël est numérique, alors comment est-ce possible ? En fait, Mailo est un service pour les familles. Donc, tout à la fois pour les parents et pour les enfants. Cela permet aux parents de fournir une adresse mail à leurs enfants tout en étant persuadés, certains, qu'ils ne pourront échanger qu'avec les personnes qu'ils ont sélectionnées. Et donc, dans ce cadre, Mailo a fait un accord avec le Père Noël, puisque Mailo est une interface entre les parents et les enfants pour sécuriser la messagerie. Donc Mailo a un accord avec le Père Noël et les enfants, sur l'interface, peuvent faire un dessin, écrire et envoyer le message au Père Noël. Derrière, le Père Noël, quand il reçoit ce dessin et ce message, il va prendre contact avec les parents et pour s'informer, pour savoir si tout se passe bien et préparer sa réponse. Le Père Noël va recevoir quelques conseils des parents et en fonction de ces conseils rendra une réponse tout à fait personnalisée à chaque enfant. Donc les enfants peuvent se connecter sur pernoel.mailo.com, hein, c'est ça hein ? Oui, mais pas tout seul. L'important c'est que le compte Mailo de l'enfant soit créé par les parents, soit sécurisé par l'adresse mail des parents afin de s'assurer que le service est utilisé en toute sécurité. Alors Pascal Voya, pour voir si j'ai bien compris, prenons l'exemple de ma petite nièce Erika qui a 5 ans. Elle m'a laissé sa liste de cadeaux qu'elle souhaite envoyer au Père Noël. Je vous la lis justement. Cher Papa Noël, je voudrais un balai, une chienne qui marche, un talkie-walkie, une mallette à manicure, du maquillage et un bureau. Je te fais de gros bisous Erika. Alors comment envoyer cette lettre au Père Noël ? Et alors donc, il faut que votre petite nièce demande à ses parents d'avoir une adresse mail sur Mailo. Cette adresse mail donc sera créée par les parents et ensuite sur l'interface qu'on appelle le webmail de l'enfant, il y aura un certain nombre de services qui seront spécifiques pour Noël. Donc lorsqu'elle se connectera, elle pourra par exemple avoir un calendrier de l'Avent à partir des images d'Épinal. Si elle ne connaît pas, elle fait des devinettes d'Épinal, donc c'est un petit jeu à chaque fois pour essayer de découvrir au sein d'un dessin un objet caché. Donc il y a ce calendrier d'Avent. Il y a un sapin de Noël virtuel à décorer et qui est partagé par les parents et les enfants. C'est-à-dire que dans l'interface des parents ou dans l'interface des enfants, il y a le même sapin et ils peuvent le décorer ensemble. Il y a la galerie du Père Noël où il y a les plus beaux dessins que les enfants ont fait au Père Noël. Et il y a cette icône pour écrire au Père Noël. Donc en se connectant, il y a l'icône et la possibilité de le faire. L'enfant clique dessus et alors il est guidé en 4 étapes. D'abord faire un dessin, ensuite faire un texte, ensuite rajouter une photo si l'enfant veut et après envoyer, valider le message. Alors ce qui est top, c'est que chaque enfant aura la surprise de recevoir une réponse très personnelle du Père Noël à son message avec la complicité des parents bien sûr. Donc c'est très sécurisé comme vous le disiez tout à l'heure. Hein. Oui, voilà. D'un côté, c'est sécurisé et de l'autre côté, c'est un véritable échange entre parents et enfants parce que le Père Noël, donc, on lui écrit à partir d'un lien dans l'interface, mais en réalité, il y a vraiment une adresse mail qui est liée au Père Noël, c'est pernnoel@mailo.com
faut pas l'utiliser cette adresse mail pour faire le premier message. Le premier message avec le dessin, il faut le faire sur l'interface. Mais une fois que ce message est parti, eh bien, il peut y avoir plusieurs allers-retours. Le Père Noël va utiliser son adresse mail pour répondre à l'enfant. L'enfant va donc voir ce message dans sa messagerie comme si c'était un message de n'importe qui d'autre. Il pourra lui répondre. Et si le Père Noël reçoit la réponse, eh bien, comme il est gentil, il a à nouveau envie de répondre à l'enfant. Il va poser une question aux parents en disant, en fait, votre enfant m'a répondu, et est-ce que vous souhaitez que je lui réponde? Le Père Noël donc répondra à l'enfant, et l'enfant recevra cette réponse du Père Noël et pourra à nouveau lui écrire. Donc il peut y avoir une interaction amusante, intéressante entre l'enfant et le parent. Très bien. Pascal Voyard, racontez-moi, comment est née cette idée? On doit avoir chez Mélo une petite part d'enfance encore, Ouais. et on se dit que en fait l'internet n'est pas un nouveau monde totalement différent, que en fait l'internet, il faut qu'on le connaisse, il faut que on le prenne dans nos vies, il faut qu'on l'apporte à nos enfants. Pour nous, vraiment, Mélo Junior, c'est l'idée de se dire que l'internet, c'est quelque chose de très très beau, avec de nouvelles opportunités. Ça prend une place dans nos vies, et ça en prendra toujours plus. Et c'est très important d'aider nos enfants à le connaître. Il faut pas, bien sûr qu'il faut leur dire que c'est dangereux parce qu'il y a quelques risques sur Internet, mais il faut surtout leur apprendre le beau côté des choses, leur expliquer comment ça fonctionne. Il y a des documents pédagogiques sur Mélo qui expliquent comment fonctionne Internet, à disposition des enfants ou des parents. L'important, c'est que nos enfants prennent vraiment possession de l'Internet comme si c'était chez eux, et que plus tard, ça soit eux qui innovent, c'est eux qui nous fourniront des services intéressants. Et donc c'est dans ce cadre-là, d'essayer de se dire, le monde de l'enfance, en fait, il faut essayer de le transposer de manière positive sur l'Internet pour que dès le début, leurs premières approches soient positives, et pas uniquement leur expliquer que c'est dangereux. Il y a beaucoup de parents qui préfèrent dire non, mais ok, mais pas avant 15 ans ou avant 12 ans, avant le collège par exemple, pas d'adresse mail, pas d'internet. Et après, lorsque ça va arriver, et lorsque tout d'un coup l'enfant, parce que à l'école il aura besoin de son adresse mail, on va lui donner, il va être un peu perdu, ça va être tout nouveau, il va vouloir en abuser. Alors que si jamais dès le début on leur explique, on leur montre tous les avantages, eh bien on pense qu'il va sentir chez lui, et qu'il fera moins d'erreurs dans son utilisation. Pascal Voyard, vous avez déjà fait votre lettre au Père Noël? Oui, non, mais, pas la mienne, mais mes enfants. Ouais. Et il y a une anecdote, la première fois, quand on a fait ça, on est à la 3e édition du Père Noël, et mon fils m'avait fait une lettre merveilleuse. Donc on a reçu la lettre, c'était cher Père Noël, je suis très content que tu as eu ton adresse mail chez Mélo, mais cette année, moi, j'aimerais bien avoir ça et ça. Et puis aussi, il faudrait qu'on ait la fibre, parce que mon papa, qui a beaucoup travaillé pour ton adresse mail, je crois qu'il le mérite aussi. Et donc, bon, voilà, c'était beau, parce que ça montrait qu'en réalité, on est tous ensemble, et on travaille tous ensemble, et c'est bien de montrer que l'Internet, c'est pas quelque chose de distant qui nous fait peur, ça vient pas de l'autre bout du monde, c'est à notre porte, c'est nos enfants, c'est nous-mêmes, et on y participe tous. Je trouve ça beau. En tout cas, j'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur Mélo à se rendre sur votre site mélo.com. Merci Pascal Voyard, merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez Que faire des mômes pour cette émission spéciale Noël. Je vous propose de revivre les grands moments de l'émission en compagnie de Pierre Perret, Douchka, Chantal Goya, Anaïs Delva et Marlène Jobert. Pierre Perret, qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui? Tout. Oui. Dès que je me lève le matin, si jamais je mets les infos, je suis catastrophé aussitôt, parce que vous voyez quand même, comme moi, alors évidemment, il faut faire la part du feu. Il y a toujours eu à travers l'histoire des drames, des guerres, des confrontations inhumaines, mais je m'y fais pas, j'arrive toujours pas à m'y faire, donc oui, il faut traiter ça avec dérision, comme je l'ai fait souvent dans beaucoup de titres,
Au nom de Dieu, par exemple, qui est une chanson que j'ai écrite il y a une vingtaine d'années, elle n'a jamais été plus actuelle qu'aujourd'hui, parce qu'au nom de Dieu, tout le monde s'arrache les tripes. C'est vrai. Et je disais ça déjà il y a une vingtaine d'années, j'ai enregistré depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. Voilà, ben c'est pareil aujourd'hui. Ça continue, on est capable, la moitié de la planète, d'étriper l'autre parce qu'il pense pas la même chose que vous. Et ça c'est terrible. Et puis il n'y a pas que ça. Bon, je veux dire, il y a la misère, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, la dichotomie qu'il y a entre les nantis d'un côté et quand même des tas de gens qui arrivent même pas, qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'arrivent pas à payer plus à payer le loyer de leur maison. C'est des choses que moi je trouve ça m'assomme complètement. Je suis j'ai du mal à ingérer ce genre de choses. Voilà. Donc, quand vous dites qu'est-ce qui peut vous inspirer aujourd'hui, il y a tellement de choses injustes et tellement de choses qu'on peut voir sous le prisme du comique burlesque le plus ébouriffant. Il faut choisir entre ça et les sanglots. Donc, ben voilà, c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie. Mais c'est pas la chose la plus facile, voilà. Oui. De faire son choix. Alors, Audouchka, où avez-vous grandi? Alors, j'ai vécu en région parisienne toute ma vie. J'ai grandi près de Saint-Germain-en-Laye, vers Ménil-le-Roi. Après, en Vallée de Chevreuse. Et puis après, je suis à l'adolescence venue vivre à Paris. Voilà. Quelle petite fille étiez-vous? Oh, une petite fille rêveuse, qui aimait beaucoup la musique. J'ai toujours chanté, dansé. Enfin, j'ai toujours aimé le monde des artistes, de la poésie aussi. Bon, c'est vrai que je suis tombée un petit peu dans la marmite, faut bien le dire, avec des parents artistes. Un grand-père aussi qui était chef d'orchestre, donc j'étais dans les chorales. Vincent Petit. Maurice Vincent Petit, vous êtes bien renseigné. un grand-père que j'aimais énormément et qui m'a donné le goût de la musique. Et c'est merveilleux parce que quand on est petit et qu'on apprend la musique, en fait, ça développe les sens. Et c'est prouvé, maintenant, scientifiquement parlant, que la musique développe le cerveau, l'intellect. Enfin bon, ça n'a pas fait de moi une scientifique. J'ai toujours été nulle mais bon. Par contre, je suis intimement persuadée que la musique développe, en tout cas, l'enfant l'épanouit et lui donne. On dit que ça permet d'acquérir, d'avoir des acquisitions, plus d'aptitude pour les langues, une ouverture d'esprit. Travailler l'oreille, c'est un sens qui est fondamental et il n'y a pas que la réflexion intellectuelle et ça permet d'épanouir les enfants. J'ai eu une enfance contrastée, on va dire, avec des choses très très heureuses et exceptionnelles et puis des choses un peu plus tristes parce que j'étais aussi un peu déracinée puisque j'ai été séparée de ma maman à l'âge de 3 ans. Et je vivais chez ma tante et mon père venait occasionnellement. Donc je voyais mes parents ponctuellement, mais je n'étais pas élevée au jour le jour par mes parents. Donc ça, je pense que c'est bon. Mais beaucoup d'artistes ont des manques de l'enfance. C'est pour ça qu'ils cherchent aussi cette reconnaissance d'amour et qui cherchent l'amour à donner, à beaucoup recevoir du public aussi. Je regardais une interview de Barbara Streisand l'autre jour qui parlait de son enfance et quand elle a écrit Yentl, je crois qu'elle avait bouclé la boucle. J'ai l'impression de faire un petit peu la même chose dans ma dimension à moi, humblement, de petite artiste française. Chantal Goya, j'ai relevé quelques titres d'articles parus sur vous dans la presse. Oui. Je souhaitais savoir ce que ça vous inspire. Vieillir, je n'y pense jamais. Ben oui, parce que moi, j'ai la chance de faire beaucoup plus jeune que mon âge, donc maintenant ça me sert bien. Quand j'étais petite, on disait à maman, mais elle est très intelligente pour ses 6 ans, et maman disait, mais non, elle a 12 ans. Alors je disais, oh là là, à chaque fois, on croit que j'ai 12 ans, que j'ai 6 ans. Ça m'ennuyait, puis maintenant, je suis bien contente parce que, voilà, quand je demande aux enfants, mais quel âge vous croyez que j'ai? Ils me disent, oh, ben t'as 40 ans. Je dis, oh, ben génial, voilà, c'est bon.
Godard tente de me diriger dans son film. Oui, il a tenté de me diriger, mais bon, comme c'est un merveilleux directeur d'artiste et qu'en même temps, il est très instinctif, il ressent les gens qui ont l'instinct et la spontanéité. J'ai eu la chance de travailler avec ce génie, pour moi, qui est un visionnaire et qui voyait les choses tout de suite dès 65, 66, qu'il a écrit Masculin-Féminin, ça pourrait être un film d'aujourd'hui. C'est un visionnaire, c'est un génie. Je suis heureuse, je ne juge personne. Ah non, moi j'aime pas juger les gens, je suis pas papoteuse, je sais pas papoter, je sais pas raconter des histoires sur les uns et les autres. Je me dis que chacun a sa vie et je m'occupe pas des uns et des autres et j'ai déjà beaucoup de choses à faire avec toute ma famille et moi-même, donc je veux pas aller en plus de porte-parole des autres. Non, c'est pas possible. Je suis pas, je sais pas juger quelqu'un. Moi, je trouve que les gens ont leurs histoires, leur personnalité et pourquoi pas. Et en même temps, si ça me plaît, si c'est bien et que ça, évidemment, quelque chose qui ne me plaît pas, je le dirai tout de suite parce que j'aime pas l'injustice, j'aime pas le mensonge, j'aime pas les choses qui sont fausses, j'aime les choses vraies. Alors évidemment que non, je peux pas juger non plus. Alors, ma mère étudiante m'emmenait au lycée dans un panier. Voilà, maman, elle était en classe en première quand elle m'a eu. Elle était au lycée français de Saigon et elle est française et elle m'avait mis au fond de la classe en première. J'avais 1 mois. Donc vous voyez, j'ai déjà 1 mois en première. C'est pas mal, hein? Sa vie avant Marie-Rose. C'était quoi votre vie avant Marie-Rose? Mais moi, ma vie avant Marie-Rose, c'est d'être en Indochine où je suis née, au Vietnam, et j'ai eu la chance d'être sur une plantation de caoutchouc. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio. Peut-être une radio quand même, mais pas de télé. Et puis c'était la nature. Et de temps en temps, on allait à Saigon. Et j'avais la chance, à l'âge de 2 ans, d'aller dans le plus bel hôtel de Saigon où se retrouvaient tous les Français, d'être assis sur les genoux de Marguerite Duras, qui m'a raconté de belles histoires. Vous voyez, c'est invraisemblable. Puis après, il y a eu la guerre avec le Viet Cong, les Viet Minh, les Japonais. Et là, je me souviens que maman m'a dit qu'on avait attaché mon père sur un chariot. Ils avaient attaché papa, ils voulaient le tuer. J'avais dit, on tuera jamais mon père, on tuera jamais papa, c'est pas possible. J'étais haute comme 3 pommes. J'avais jamais peur. J'étais toujours une petite fille prête à aller partout, à courir partout, et toujours de bonne humeur. Et je crois que ce qui m'a sauvée, c'est mon optimisme des petites filles, ma joie de vivre d'être toute petite. Et puis, surtout, j'avais pas des envies spéciales. Moi, quand on me donnait quelque chose, c'était déjà le plus beau cadeau de la terre. Et je crois que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'en ai relevé une dernière. Moi, une icône, ça me fait rire. Ben oui, parce qu'avant, il n'y avait pas le i. On disait toujours, je dirais pas le mot. C'est une conne. Je dis, mais comment c'est une conne? Bon, je m'en fous qu'ils pensent qu'ils veulent. En attendant, j'avance. Ben maintenant, il y a un i devant. Vous voyez, j'ai bien fait de continuer. Alors, avez-vous des points communs avec la Reine des Neiges? Alors, pas vraiment, en fait. Non. C'est vraiment ce qui est assez drôle, c'est que, d'ailleurs, j'étais pas censée faire la Elsa à la base. J'ai été castée pour Anna, qui me ressemble beaucoup plus, au-delà des cheveux roux. C'est aussi parce qu'elle a un caractère qui est beaucoup plus proche du mien. Je suis quelqu'un qui parle vite, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, je suis quelqu'un qui est un peu, qui s'en mêle un peu les pinceaux des fois quand elle parle, ou voilà, comme Anna peut le faire. Alors qu'Elsa, elle est très posée, elle parle doucement, et c'est pas du tout moi. Donc ça a été un petit peu compliqué ça d'ailleurs au moment du doublage. Qu'est-ce que ça fait de savoir que des millions de petites filles s'identifient à vous justement, et surtout de savoir qu'ils chantent libérés, délivrés toute la journée? Bah, en fait, c'est devenu assez. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on me demande de faire une petite vidéo, un petit coucou au neveu, à la petite sœur, au petit frère, ou alors à la grande sœur, ou au grand. Voilà, c'est vraiment. Déjà, ce qui est dingue, c'est que c'est très familial. Donc, en fait, c'est intergénérationnel. Est-ce qu'il y a une façon de raconter? Est-ce qu'il y a un ton de voix? Moi, à chaque fois, j'imagine vraiment l'enfant en face de moi. C'est vrai qu'en interprétant les personnages, en maintenant une espèce de petit suspense. Enfin, je crois que même les adultes ont besoin de ça, ont besoin comme ça d'un peu de suspense. Puis ils aiment bien rire, frémir, avoir peur et d'être réconfortés ensuite. C'est un peu comme nous, mais on s'adresse aux petits différemment. Voilà. Est-ce que lorsque vous étiez petite fille, on vous lisait des contes? Pas du tout. Non. Je suis l'aînée de 5 enfants dans une famille très modeste, oui. Et où les parents n'avaient pas du tout, eux-mêmes n'avaient jamais entendu de conte de leur vie. Donc j'ai découvert l'art du conte et le conte et les bienfaits du conte vraiment à la naissance de mes filles. Oui. On va parler justement de vos filles, puisque c'est avec votre fille et l'actrice Eva Green que vous vous prêtez au jeu de l'interprétation de textes classiques remis au goût du jour. Comment travaille-t-on avec son enfant et quelle sensation de travailler en famille cela procure?
On a l'habitude de travailler ensemble. Je donne quelquefois des coups de main pour l'interprétation de ces rôles. Mais là, c'est différent parce que là, c'est moi qui écris. Là, pour le dernier, La Belle et la Bête, qui va sortir très vite, bientôt. Oui. J'ai fait l'adaptation de mon côté. Et puis après, elle intervient juste le jour de l'enregistrement où elle interprète quelques personnages et moi les autres. Et moi, je fais la récitante. Enfin voilà, on se partage les rôles en fonction de nos capacités et les personnages qu'on a interprétés. Oui. En tant que maman, il y a un plaisir particulier justement à travailler avec sa fille? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est-à-dire que, vous savez, les enfants, ils viennent grands, ils viennent d'autres adultes qu'on voit moins. Alors c'est une occasion pour se voir et voilà. Donc bien sûr, c'est du plaisir. Oui. Vous êtes maman de 2 filles, me semble, hein? Oui, 2 jumelles, oui. Oui. Quelle maman êtes-vous? Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait du mieux que j'ai pu. Oui. Bon, comme tous les parents, quoi qu'on fasse, disait, je sais pas qui, Freud, je crois, on fait mal. Alors, il faut le savoir. Je suis en même temps permissive parce que j'ai été élevée un peu sévèrement. Alors, j'ai voulu prendre contre-pied. Puis, bon, je regrette de l'avoir été un peu trop permissive. Et à l'époque, aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement pas assez de rigueur pour tellement de parents qui démissionnent et qui n'ont pas, qui sont trop conciliants, trop négocier. Il faut pas trop négocier non plus, vous voyez. Oui. C'est ce que. Oh, j'en sais rien. Vous savez, c'est tellement difficile le métier de parent. C'est tellement dur. Mon Dieu, mon Dieu. C'est plus difficile le métier de parent ou le métier d'actrice? Ah, des parents. De parents, oui. C'est évident. Ouais. Oh là là. Ouais. Et pourtant, le métier d'actrice, c'est aussi, c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est difficile aussi. Ouais. Mais enfin, il y en a beaucoup de métiers difficiles. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes spécial Noël pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à revivre ces moments passés en compagnie de Pierre Perret, Douchka, Chantal Goya, Anaïs Delva et Marlène Jobert. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, bonne fête de Noël à tous, à la semaine prochaine, bye bye. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.